Bonsoir à tous et bienvenue sur Studio Lacan. Ce soir, nous nous interrogeons, mais où va l'école ? Niveau scolaire en baisse, pénurie d'enseignants, tous en burn-out, et violence en classe. Le constat est alarmant, mais ne date pas d'hier. Ce qui est peut-être plus récent et qui rebat les cartes de notre rapport à l'enseignement, c'est l'introduction en classe des nouvelles technologies et de l'IA, notamment au cours de ces 2 dernières années. Le Divan dans le Monde reçoit aujourd'hui Denis Cambouchner qui vient de faire paraître aux éditions Les Belles Lettres son ouvrage « Des enfants instruits, réconcilier l'école et la culture ». Sa thèse se situe à contre-courant du recours systématique aux écrans de notre époque et fait plutôt valoir la présence des corps dans une perspective humaniste telle que l'a définie la Studia Humanitatis de la première Renaissance italienne. Et justement, dans la rubrique L'écho de la culture de cette semaine, Hélène de la Bouillerie s'intéresse au récit d'Adèle Lyon, qui a largement fait parler de lui et qui s'intitule « Mon vrai nom est Elisabeth ». Puis Adriana Campos viendra nous présenter une actualité de la psychanalyse portant sur l'aphorisme de Lacan qui invite à ne pas céder sur son désir. S'il s'agira d'en tirer enseignement, ce ne sera pas au titre d'en faire pour autant un précepte. Bienvenue dans cet épisode de Studio Lacan, consacré à la crise de l'enseignement. A tout de suite. Denis Cambouchner, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir parler de votre dernier ouvrage à Studio Lacan. Alors, un petit mot pour vous présenter. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de Descartes. Vous êtes également historien de la philosophie, on y reviendra. Et vous êtes directeur de la publication des œuvres complètes de Descartes chez Gallimard. Mais vous êtes également, là aussi, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, l'auteur d'un roman pour la jeunesse qui en est à sa 2e édition et qui s'intitule « Rendez-vous avec 3 ». Rendez-vous à 3. Rendez-vous, à 3, oui. Alors, mais aujourd'hui, nous vous recevons pour vos travaux consacrés à l'école. Ces travaux vous occupent depuis 2000, donc ça fait plus de 25 ans, date à laquelle vous avez publié « Une école contre l'autre ». Vous n'avez jamais cessé de publier sur le sujet sous forme de livres ou d'articles, et donc c'est votre 4e ouvrage que vous allez nous présenter aujourd'hui, donc comme le disait Élise, Des enfants instruits, publié aux Belles Lettres il y a quelques semaines. Alors, pour lancer un peu la discussion, je voulais partir de votre angle, la manière dont vous vous êtes emparé de cette vaste question de l'école, n'est-ce pas ? Vous le dites ici dans ces pages, à la page 70, pour être tout à fait exact, vous dites « C'est en philosophe généraliste que vous vous exprimez ». Mais votre thèse, elle va un petit peu plus loin que ça. Votre thèse, c'est que c'est justement à la philosophie de dire un mot de la question de l'éducation de prendre part à ces débats, on va dire, sur l'école, dans la mesure où les problèmes auxquels l'école est confrontée aujourd'hui sont des problèmes philosophiques. Vous allez nous dire lesquels. Donc, je voulais que vous reveniez éventuellement sur ce point. Comment est-ce qu'un professeur de philosophie aborde la question ? Et peut-être aussi nous dire votre intérêt à vous bien particulier pour cette question.
Merci beaucoup. Il y a beaucoup de points sur lesquels vous m'interrogez. Mon intérêt pour les questions de l'école, d'abord, je dirais qu'il est naturel, parce que on est élève, on est étudiant, on est professeur, et même quand on enseigne à l'université, on a affaire à des étudiants qui ont commencé par être des élèves, et on ne peut pas se désintéresser de la manière dont ils ont été formés en amont. D'autre part, les questions relatives à l'institution scolaire, à la manière dont elle fonctionne ou fonctionne mal, et aux problèmes fondamentaux qui se posent à elle. Ces questions sont publiques depuis des décennies. Et en fait, mon intérêt actif pour la question remonte même avant l'année 2000, où j'avais publié un ouvrage, Une école contre l'autre, qui était une discussion critique serrée des écrits de Philippe Mérieux, qui était à cette époque, qui est resté une figure majeure de la pensée pédagogique, et à cette époque un des acteurs principaux de la réforme pédagogique. Déjà en amont, vers la fin des années 80, au moment où l'antagonisme entre pédagogues, ceux qu'on appelait les pédagogues et ceux qu'on appelait les républicains, était constitué, j'avais essayé de prendre part à cette discussion. Je me souviens d'un projet d'ouvrage qui n'avait pas abouti pour des raisons de division des contributeurs, et qui se serait appelé l'utilité des lettres. L'utilité des lettres. L'utilité des lettres, voilà. On va y revenir, effectivement, voilà. L'enseignement des Donc, humanités. ça, c'était en 89, par là. Et c'est pour vous dire voilà, cet intérêt remonte effectivement dans le temps. Les choses ne se sont pas arrangées, on peut dire. Le débat sur l'éducation le débat public reste très pauvre. Alors, est-ce que la philosophie a vocation à organiser en quelque sorte ce débat? Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là, ne serait-ce que parce que il y a des collègues qui s'occupent de philosophie de l'éducation, qui sont spécialistes de philosophie de l'éducation. Ils sont, dans l'ensemble, assez liés au monde de la formation des enseignants, les école IUFM, normale, IUFM, SP, INSP, ça a beaucoup changé de dénomination. Et dans l'université classique, les collègues qui s'intéressent activement aux questions d'éducation ne sont pas très nombreux. C'est-à-dire s'y intéressent en plus de leur spécialité. Il y en a un que vous aimez bien, que vous citez dans le livre. Enfin, c'est John Dewey. Ah oui, mais ça remonte. Oui. Bien sûr, ça remonte. Il y a des grands philosophes qui ont réfléchi sur l'éducation, et notamment John Dewey, l'auteur, dans la première moitié du XXe siècle, et même un petit peu en deçà, d'une œuvre extrêmement marquante s'agissant du destin de l'école américaine. Mais nous n'avons pas l'équivalent chez nous. Nous avons eu Piaget, qui est philosophe en un sens. Et des sociologues aussi de l'école. Plutôt psychologue du développement. Oui, puis il y a des sociologues de l'école qui sont de formation philosophique. Mais dans l'ensemble, l'intérêt des philosophes pour les questions d'éducation est resté assez peu marqué, en dehors de prise de position dans la querelle que j'évoque. Mais c'est vrai qu'on a un faisceau de questions majeures sur lesquelles on reste en demande d'éclaircissement, et je trouve qu'à cet égard, le travail n'est pas
suffisamment large, partagé. Alors, il y a des querelles épistémiques, mais je me dis, il y a aussi une différence de contexte peut-être avec les années 80. Oui. Parce que notamment, j'ai été marquée par une phrase, vous dites... Aujourd'hui, le commun est réduit virtuellement à un partage de l'agressivité. Oui, mais je trouve très juste, je trouve très juste, très dur, un constat difficile, mais certainement que c'était beaucoup moins le cas dans les années 80 ou 70, et donc ça redistribue les cartes et la façon dont on peut se poser les questions de l'école aujourd'hui. Oui, on a affaire de toute façon à un durcissement un peu généralisé. Des élèves, d'une bonne partie des élèves, dans leur relation à ce qu'on peut encore appeler l'institution scolaire, des parents, d'une partie des parents, durcissement à base de défiance. Est-ce qu'il y a un durcissement de l'institution elle-même? C'est plus difficile à dire. Hein. On sait bien que la discipline scolaire en général, sur le plan du comportement, n'est pas le fort des établissements d'aujourd'hui, à part quelques-uns dans lesquels il y a des problèmes. C'est pas le durcissement des écoles aujourd'hui qui pose souci, c'est plutôt effectivement une agressivité du côté de l'ambiance. On ne s'entend pas. On pourrait dire on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Les communications sont dans l'ensemble de mauvaise qualité, et il vaudrait mieux que leur qualité s'améliore. À minima, non, je ne sais pas si toute l'agressivité serait résorbée par une meilleure communication. Est-ce qu'elle serait... écoutez, si on prend communication au sens de, justement, partage du sens, la meilleure communication ne peut que diminuer l'agressivité. Un point sur lequel j'insiste dans l'ouvrage que vous avez eu l'amabilité de lire et pour lequel vous m'invitez si aimablement, un point sur lequel j'insiste, c'est le silence de l'institution. C'est ça. C'est-à-dire, l'école, il y a des réunions de parents, on aborde des questions pratiques, on dit voilà comment ça va se passer, etc. Mais sur les raisons de l'organisation des enseignements, sur les finalités de tout cela, sur les conditions qui doivent être réunies autant que possible pour que les études se déroulent dans de bonnes conditions, s'agissant du type de relation que l'école doit entretenir, que doivent entretenir l'institution, les élèves, les parents. Là, on est dans une aphasie. Il y a des choses qui se disent ici et là, mais fondamentalement, l'école d'aujourd'hui ne sait pas ce qu'elle est faite pour accomplir. Alors justement, ça c'est le constat. Pour le coup, on en a un peu une petite idée. En effet, l'actualité nous rappelle à cette dure réalité quand même assez fréquemment, mais pour en venir un peu aux propositions que vous faites. Et l'une de vos propositions qui nous a inspiré le titre, en fait, qu'on vous a appris, n'est-ce pas, en effet, et qu'on trouve dès la quatrième de couverture, c'est-à-dire qu'apprendre, c'est incorporer. Bien. Qui m'a rappelé d'ailleurs cette phrase, comme je vous le disais, cette phrase de Valérie qui m'était toujours citée quand je faisais mes études par un professeur de français qui nous disait « Le lion est fait de moutons assimilés ». C'est pas la peine de rugir avant d'avoir avalé et métabolisé du mouton. Alors, vous avez, c'est des choses auxquelles on a été sensible avec Élise en vous lisant. C'est que, d'abord ça, que le savoir, il n'est pas déjà tout fait, déjà là, n'est-ce pas? Et qu'effectivement, il y a à l'incorporer. Toute la référence au corps, en fait, finalement, il y a beaucoup de références. En fait, vous parlez de nourriture, à un moment donné, tout à fait à un autre propos.
vous parlez aussi de la présence physique des professeurs. Ça, c'est très important aussi. Enfin, c'est vrai que ça remonte un peu, mais il y a quand même eu le confinement où tout était par Zoom, c'était cauchemardesque. Oui, ça a été très destructeur, oui. Ça a été horrible, enfin, ces cours, enfin, ça n'a aucun sens. Et puis aussi un autre terme, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, que vous employez souvent, qui est celui d'atmosphère. Enfin, tout ça est quelque chose... Enfin bon, bref, c'est un peu... oui, vous avez raison. Un pot pourri. Voilà, mais si on peut en revenir à cette question donc, de votre thèse, donc que apprendre c'est incorporer, qui va un peu dans le sens inverse de ceux qui plaident pour ce savoir à portée de clic, quoi. En fait. Oui, à portée de clip, il n'y a rien. On pourrait dire. Bon, non, il y a à portée de clip, il y a tout. Mais est-ce que ce qui se passe et ce qu'on apprend quand on use de la souris, enfin quand on fait des clics sur l'ordinateur ou sur l'écran, est-ce que avec ce à quoi on se rapporte, ce qu'on perçoit, ce à quoi on assiste sur ce mode, ou même ce qu'on fait, on l'incorpore, c'est une question. Non. Non. Tout le monde convient que sur l'écran, les choses passent, et que même un podcast n'a absolument pas la réalité physique d'un article dans un ouvrage de pages sur lesquelles on peut revenir sans cesse. Et donc la question, c'est celle de savoir s'il n'y a pas une énorme déperdition de mémoire et d'habileté, de compétences, lié à un transfert trop massif. Je dis trop massif parce que le transfert, dans une certaine mesure, il est inévitable compte tenu des conditions d'aujourd'hui et du développement des nouvelles technologies. Est-ce qu'un transfert trop massif ne fait pas perdre une masse de mémoire, d'habileté et de repères, Oui, d'ailleurs, y compris des repères dont on n'a pas conscience, puisque finalement, quand on incorpore, on ne sait pas exactement ce qu'on incorpore. C'est au-delà des énoncés eux-mêmes. Alors qu'apprendre ce soit incorporé, moi je le prends pour une vérité première. C'est une vérité s'agissant des savoir-faire élémentaires ou moins élémentaires, de tout ce qui est technique manuelle. C'est une vérité première s'agissant des langues. C'est une vérité première s'agissant de tout ce qui est confié à la mémoire. Et d'une certaine manière, déjà, lire, c'est incorporé. On va peut-être s'arrêter sur cette idée-là pour la première partie de l'émission. Oui. Lire, c'est incorporé. C'est notre premier point de Capiton. Et on accueille tout de suite Hélène de la Bouillerie pour son écho de la culture. Hélène de la Bouillerie, bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous êtes membre de l'école de la cause freudienne et de l'AMP, et vous avez choisi de nous parler d'un roman Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Yon, qui est paru l'année dernière, donc aux éditions du Sous-sol. Alors, sorti il y a tout juste 1 an, ce livre est un phénomène littéraire. Adèle Yon, jeune autrice normalienne, a mené une enquête minutieuse sur un secret de famille qui la hantait. La folie de son arrière-grand-mère, Elisabeth, surnommée Betsy, dont on ne prononçait jamais le nom. À l'origine de ce livre, il y a sa propre peur de devenir folle, à l'âge où son aïeul fut interné. Au terme de son enquête, elle dira qu'elle a hérité de sa colère, mais non de sa folie. Une colère qui fut arrachée à Betsy, au bistouri,
par la lobotomie qu'elle subit de force en 1950, après avoir subi des électrochocs et une cure de Sakel. Et finalement, est-ce qu'on sait un petit peu quelles sont les conditions de déclenchement de la folie de Betsy ? Eh bien, la folie de Betsy n'avait au départ rien de déficitaire. Mais finalement, on en apprend peu sur les coordonnées du déclenchement. On a peu accès à sa subjectivité. On glane quelques indices, l'incendie accidentel ou provoqué sous l'impulsion de voix d'un château juste avant son mariage, la maternité, un diagnostic de schizophrénie, on n'en sait guère davantage. En revanche, ce que l'on sait, c'est que lors de son internement, son mari lui rendait rarement visite. Mais il s'acquittait à chaque fois de son devoir conjugal, pour le bien de son épouse, car les grossesses étaient recommandées par le corps médical pour améliorer son état mental. Il est poignant d'apprendre que Betsy eut ainsi 6 enfants, dont 4 pendant son internement, enfants qui lui furent enlevés à la naissance. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans cette œuvre pour la psychiatrie ? Alors, sans avoir lu les propos sur la causalité psychique de Lacan, Adèle Yon établit pertinemment un lien entre les théories organicistes qui localisent la folie dans un organe et les thérapies comportementales qui visent à corriger le comportement inadéquat dans un souci de normativité. Ces théories ont pour corollaire de mutiler le corps des femmes. Il fut un temps où l'on retirait l'utérus pour calmer les hystériques. Dans les années 50, où l'on localise la folie dans le cerveau, on lobotomisait les femmes pour extirper leur mal au bistouri et rendre leur comportement docile et compatible avec la tenue du ménage. Ainsi, 85% des lobotomies furent réalisées sur des femmes. Non, c'est effrayant. C'est effrayant. Est-ce qu'on peut tirer à partir de cet ouvrage des enseignements sur la psychose elle-même, finalement ? Eh bien, selon Adèle Yon, affirmer que la folie vient d'un gène permet de déresponsabiliser et de déculpabiliser l'entourage, en évacuant toute causalité environnementale. Au bout de cette logique, elle fait l'hypothèse d'un inceste paternel comme trauma initial, cause de la folie de son aïeul. Mais elle élude la question de la folie dans son étrangeté radicale et son traitement propre. Or, il nous semble d'autant plus important de redonner cette valeur singulière à la psychose, à l'heure où l'existence même de cette expérience humaine fondamentale semble menacée par sa transformation en troubles neuraux et la volonté de faire disparaître les lieux de sa prise en charge au profit d'un traitement tout neuro, où la dimension de la parole est évacuée. À ignorer la question de la folie, Adèle Yon participe à son insu au discours qu'elle dénonce, celui qui refuse de reconnaître la subjectivité singulière de Betsy. Merci beaucoup. Merci donc Hélène de la Bouillerie. Denis Cambouchner, je vous ai vu réagir lorsque Hélène parlait de la dimension de la parole qui est évacuée. C'est effectivement un point assez central dans votre ouvrage. Moi, j'ai été très sensible à la prégnance que vous accordez, l'importance que vous accordez à la question de la langue, du langage. Vous douterez bien que pour des lacaniens, c'est tout à fait parlant. Et vous dites finalement qu'il s'agit toujours dans un apprentissage d'apprendre une nouvelle langue. Donc ça nous paraît évident lorsqu'il s'agit des langues vivantes ou du latin. Mais vous dites finalement c'est la même chose. C'est un langage que d'apprendre la mathématique, la science de la vie et de la terre, avec des mots techniques. Et je me demandais finalement, pour répondre un petit peu à ce qu'on disait en première partie de cette émission, si cet apprentissage de la langue de l'autre, ce n'était pas une façon d'essayer de recréer du commun, s'il n'y avait pas une finalité également éthique, finalement, au travail de l'enseignement. Oui, ça va de soi. Des collègues sur le terrain me parlent des difficultés considérables avec des enfants qui ne parlent pas bien français, dont la langue française est très rudimentaire et qui viennent de familles immigrées. Et là, évidemment, l'apprentissage de la langue française en l'occurrence est avec ce que ça suppose comment dirais-je,
d'adhésion, hein, d'entrain, pas seulement d'entraînement, mais d'entrain. Ça, c'est la chose absolument essentielle et faut un peu de désir, quoi. Et préalable à toute étude réussie d'autre chose. Et alors, oui, j'ai indiqué plusieurs fois que s'il y a une fonction de l'école qu'on doit désigner d'un mot, c'est donner les mots. Oui. Donc, en un peu plus de mots, faire apprendre plusieurs langues, parce que effectivement, ce qu'on appelle la culture, c'est pas une langue, c'est plusieurs langues. C'est la relation entre plusieurs langues. Et pas simplement comme effectivement, vous avez raison de l'indiquer, les langues vivantes ou les langues anciennes, mais les langues techniques et même dans la partie la plus technique ou technologique du travail, des apprentissages, le langage est tout à fait essentiel. Donc le soin de la langue, oui, je pense qu'on a un grand intérêt à le restaurer en priorité. Alors justement, bon, il y a la langue commune, mais vous insistez aussi, juste avant la coupure, là, vous parliez de la mémoire, de l'histoire. Je rappelle donc que vous êtes historien de la philosophie aussi. Il y a des très belles pages dans votre livre sur l'importance de comprendre que le savoir se construit, n'est-ce pas ? Que si on se pose telle question à tel moment, c'est dans un contexte particulier, que ça ne tombe pas du ciel comme une météorite, enfin voilà. Et aussi tout le travail de récit, de transmission, donc des mythes, que ça aussi, ça fait le terreau, on va dire, de cette culture. J'avance un peu vite, mais finalement, donc, parce que c'est toute la question de l'intégration, hein, comme disait Élise, donc une langue commune. Donc toute la question de l'intégration, c'est vrai que vous citez aussi les travaux de sociologues qui ont mis en évidence l'idée que l'école, effectivement, il y a cette reproduction, enfin reproduit, et on a beaucoup critiqué ça, donc les inégalités sociales, etc., et que l'école, donc, mais l'école ne parvient pas donc à résoudre cette question, n'arrive pas à répondre à cette question. Alors justement, je voulais revenir au fait que vous êtes un fervent défenseur des humanités, justement l'enseignement des humanités. Vous venez d'évoquer les langues anciennes. C'est très très rare maintenant que les élèves fassent des langues anciennes. Enfin, à mon époque, tout le monde en faisait. Mes enfants, je les ai forcés. Mais ils ont un certain nombre, oui. Bon, là maintenant, c'est extrêmement rare. Oui, tout à fait, voilà. Très marginal. Alors, donc la question de l'enseignement des humanités, justement, ce que je trouve assez fort dans votre livre, c'est que vous avez l'air de dire, c'est en revenant à l'enseignement des humanités qu'on peut arriver à cette intégration. Et au contraire, le savoir à portée de clic, formaté, etc., ça ne résout pas du tout cette question-là de l'inégalité. Et donc, ça m'a fait penser donc, à la thèse d'un de vos collègues, philosophe de l'histoire des sciences à Rome, qui s'appelle Enzo Di Nuccio, je ne sais pas si je prononce bien, dont la thèse, c'est que c'est bien les humanités qui sauveront la démocratie. Je crois que c'est même comme ça que c'est même ça le titre de son livre. L'idée que c'est par le truchement des humanités qu'on forme l'esprit critique, etc. Alors, c'est un thème assez traditionnel, celui-là, effectivement. On l'aime bien. Je ne connais pas l'ouvrage, mais je vais m'y intéresser naturellement très rapidement. Oui, les humanités, disons, il y a la dimension historique des choses, effectivement, qui demande d'être évoquée sur toute une série de matières, y compris scientifiques, et j'insisterai sur le fait qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre qu'on appelle les humanités, et puis la culture scientifique et technique. Oui, vous n'êtes pas contre ça. Nous sommes d'accord. Bon. Alors, si, en effet, il y a quelque chose à réintroduire dans l'enseignement, enfin, il y a beaucoup de choses à réintroduire dans l'enseignement, il faut évidemment que
les cours, ce qui existe toujours en tant que cours, soit de bonne qualité, c'est-à-dire avec un langage particulièrement affiné et des relations logiques et tout ce qui convient pour qu'une matière s'expose comme elle doit s'exposer. Il faut donc un peu partout une espèce d'évocation de l'arrière-plan historique, mais effectivement, ce qui manque particulièrement, je crois, c'est la relation à des textes riches. Et partout où on arrive à aménager pour les élèves, d'où qu'ils viennent, une relation active à des textes riches, on fait un pas pédagogiquement décisif. Et les textes riches, vous les trouvez quand même dans le trésor des littératures mondiales. Ça peut être un texte chinois, indien, arabe, les Mille et une nuits, ce que vous voulez, aussi bien que l'Iliade et l'Odyssée, les poèmes homériques, ou le théâtre de Molière, ce que nous connaissons. Bon, mais il faut cette richesse de signification à expérimenter pour que un certain élan, justement. Pour que le lion bondisse. Pour que voilà, il faut des moutons, il faut ces moutons-là. Évidemment, l'image est fort peu végétarienne. D'ailleurs, je ne savais pas que les lions mangeaient du mouton. En tout cas, c'est ce que pensait Valérie. Mais vous dites, du coup, vous parlez quand même d'une relation active à ces textes. Donc, on voit les deux versants de votre thèse. Finalement, c'est une relation active parce que d'abord, il y a une incorporation de la part de l'élève lui-même, mais également peut-être parce que dans cette relation active, il y a un autre, il y a la figure d'un enseignant, c'est-à-dire un maître instruit. Moi, j'ai été très sensible par cette figure, je vous le disais tout à l'heure, d'un autre qui quand même ouvre aussi au savoir, à la recherche, et voilà, j'apercevais presque, je vous le disais, un autre lacanien, un autre symbolique, qui permet comme ça d'ouvrir au champ de la science, au sens noble du terme. Oui, alors on a beaucoup critiqué, on critique toujours une espèce de transmission magistrale, comme s'il y avait encore une grande réalité dans l'école d'aujourd'hui, comme si les élèves pouvaient rester assis 1 heure, 2 heures, comme ça, à prendre des notes, le discours de l'enseignant, de l'enseignante défilant. Il ne peut pas être question de ça. C'est pas ça que vous appelez de vos voeux. Tout ça doit être très interlocutoire, évidemment, structuré autour d'activités qui sont autre chose que la restitution d'un texte moulu par ChatGPT. Et tout ça doit être très partagé, ce qui n'empêche que les maîtres, les professeurs doivent pouvoir dérouler quelque chose, tout de même. C'est-à-dire être auteur, c'est l'autorité comme auteur de son propre enseignement aussi. Alors, le professeur auteur de son cours, c'est quelque chose qui a été évoqué, c'était inscrit dans les principes de l'enseignement de la philosophie. D'accord. À ma connaissance, on n'a jamais dit que le professeur de mathématiques ou d'anglais ou de technologie était l'auteur de son cours. Mais en même temps, ça peut donner lieu à une dérive un peu narcissique du philosophe qui se prend pour un maître, au sens le plus comment dirais-je, prestigieux du mot, mais il est certain que
la conception même des cours doit être une tâche qu'on ne peut pas retirer aux enseignants. Là, on retrouve la question de l'incorporation. Voilà. Il ne peut pas s'agir d'une simple gestion de matériaux fournis par ailleurs, ou d'une simple récitation de contenu qui serait organisé par ailleurs. Non, il y a une certaine responsabilité intellectuelle de chacun dans toutes les matières, ou de chacune par rapport aux choses à enseigner, qui doit s'exercer de manière plénière et plus effective que ce n'est le cas effectivement dans les établissements d'aujourd'hui. C'est une jolie manière d'ailleurs de rebondir sur la question de l'autorité, hein, n'est-ce pas, voilà, que de conclure là-dessus. Malheureusement, il faut qu'on s'arrête là pour notre discussion. On va passer à la rubrique suivante, et accueillir notre collègue Adriana Campos, qui va nous parler d'une phrase de Lacan. Bonjour Adriana Campos, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'AMP, et vous venez donc nous parler de cet adage presque lacanien, ne pas céder sur son désir. Dans notre champ, c'est une phrase devenue plus que célèbre. On la trouve à la page 363 du séminaire de Lacan sur l'éthique de la psychanalyse. Cette phrase, nous en avons fait presque un slogan. Nous faisons comme si elle allait de soi, comme si nous l'avions déjà comprise. Mais est-ce bien le cas? Alors, comment faut-il entendre cette phrase, Adriana? Alors, en 1983, Jacques-Alain Miller nous avertissait. Il ne faut pas faire de cette phrase un précepte. Il ne faut pas d'ailleurs la détacher de son contexte. Lacan avance cette phrase dans la dernière leçon du séminaire 7, après une longue et approfondie réflexion sur la tragédie grecque et plus précisément sur la pièce Antigone de Sophocle. C'est cette héroïne, celle qui s'avance sans crainte ni pitié vers une destinée mortifère, qui fournit à Lacan les modèles de celle qui ne cède pas sur son désir. Pour Lacan, la tragédie, je cite, montre que l'accès au désir nécessite de franchir non seulement toute crainte, mais aussi toute pitié, que la voix du héros ne tremble devant rien. La tragédie révèle aussi au spectateur que ce qu'il en coûte de s'avancer dans cette direction et, dans les mots de Lacan, « Mon Dieu, si on n'y va pas, on sait pourquoi ». Au fond, la tragédie grecque confronte le spectateur au dilemme moral qui divise tout sujet, les dilemmes du devoir et du désir. Tout en détrompant doublement le spectateur. D'une part, elle les détrompe sur le fait que, j'emprunte les mots de Lacan, même pour celui qui s'avance à l'extrême de son désir, tout n'est pas rose. Et d'autre part, elle les détrompe aussi sur la valeur de la prudence qui s'y oppose, sur la valeur toute relative des raisons bénéfiques, des attachements, des intérêts, qui peuvent les retenir sur cette voie risquée. Au fond, la tragédie nous détrompe sur les deux voies du désir et de la prudence. Voici le contexte où il convient de situer la phrase « La seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans la perspective analytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. » Oui, c'est un petit peu surprenant. Pourquoi Lacan suit-il la culpabilité à ce seul endroit, la seule chose, voilà. Est-ce qu'on est seulement coupable, uniquement coupable, lorsqu'on cède sur son désir? Alors, à ces propos, Jacques-Alain Miller nous dit quelque chose d'étonnant. Cette phrase de Lacan fait écho, dit-il, à l'idée que Freud avance dans les malaises de la civilisation. Une idée bien connue, à savoir, plus on renonce à la satisfaction pulsionnelle, plus on se sent coupable. C'est contre-intuitif. Plus on se sacrifie au nom des idéaux, plus ça accroît les sentiments inconscients de culpabilité. C'est devenu pour nous la palissade
tant c'est une évidence dans notre clinique. Mais remarquons que seule la psychanalyse pouvait mettre ces mécanismes en évidence. Encore aujourd'hui, seule la psychanalyse en tient compte. D'où l'effet que Freud prend le soin de souligner que ces constats est l'apport spécifique de la clinique psychanalytique à la question éthique. Rappelons-nous aussi que dans les textes de Freud, le malaise auquel il fait référence, le malaise dans la civilisation, n'est rien d'autre que ces pénibles sentiments de culpabilité, qui est le prix à payer du fait même de s'inscrire dans la civilisation. Voici donc qui éclaircit pourquoi dans la phrase Lacan parle de culpabilité, on tend à laisser cette partie de côté, et aussi pourquoi il précise que c'est dans la perspective analytique que ceci se tient. Alors, ce que vous faites valoir ici, c'est un déplacement entre les deux phrases, entre la phrase de Freud et la phrase de Lacan, puisque Freud parle de renoncement pulsionnel et Lacan parle de renoncement au désir. Oui, c'est très malin d'ailleurs chez Lacan, et bien sûr, il ne nous explique pas pourquoi. Il me semble que Lacan tient tout simplement compte du fait que l'édit renoncement pulsionnel dont parle Freud n'en est pas un. En tout cas, il n'y a pas de renoncement à la satisfaction pulsionnelle par l'action du discours moral, du discours du devoir ou par les effets des idéaux. Freud en fait la démonstration justement dans les malaises dans la civilisation. La jouissance à laquelle on est censé renoncer au nom de la morale revient en force par le biais du surmoi. On ne renonce pas à l'agressivité, on la retourne contre soi-même. Et chaque faux renoncement accroît les exigences du surmoi, d'où l'effet que Lacan parle de gourmandise du surmoi. En revanche, c'est à quoi on peut effectivement renoncer, c'est que l'on peut céder, c'est que l'on peut remettre à plus tard, c'est le désir. Et à propos du renoncement au désir, Lacan dit que celui-ci peut être voulu, mais au prix de la vérité de l'homme. Est-ce que ça veut dire que renoncer à son désir, c'est synonyme de renoncer à sa vérité? Justement, c'est ici que l'on retrouve Antigone et surtout Édipe. En quoi ce sont eux qui ne cèdent pas sur leur désir? Parce qu'ils ne reculent pas face à leur vérité. Ils ne se laissent pas décourager par les prix à payer pour aller jusqu'au bout de cette vérité. C'est ce que la tragédie nous dévoile, c'est justement les prix qu'ils auront à payer. Elle nous dévoile, comme l'écrit Lacan, que les bonheurs se refusent à qui ne renonce pas à la voie du désir. Pourtant, c'est bien parce qu'il croit à la réconciliation du désir et du bonheur que quelqu'un va rencontrer un analyste. Revenons donc à notre expérience. Celui qui s'adresse chez l'analyste se sent coupable. C'est le point de départ. Pourtant, comme dit Miller, il n'en est rien, il est innocent. Mais bien entendu, ce sentiment de culpabilité n'est pas entamé par le simple fait de lui dire qu'il est innocent. C'est en cela que les propos rassurants, bienveillants, qui tentent de déculpabiliser, s'avèrent d'une inefficacité écrasante. Et c'est là que l'expérience analytique peut aider les sujets à s'effrayer une autre voie. Une voie qui lui permettra de découvrir a posteriori qu'il était déjà heureux. Il était aussi heureux qu'il se sentait coupable. Il était heureux dans son symptôme et dans sa jouissance. Et que c'est à son bonheur, à sa jouissance, qu'il fallait renoncer pour ne pas céder sur les désirs dont il est question dans l'expérience analytique, à savoir, c'est lui d'aller au bout de sa propre vérité. Merci beaucoup, Adriana. Je trouve que c'est une chronique ici qui vient bien clore notre discussion avec Denis Cambouchner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis toujours un petit peu perplexe par rapport à cette phrase-là. Mais oui, mais ce que je trouve très bien, c'est que justement, Adriana l'a recontextualisée, n'est-ce pas? Hein, voilà, donc c'est pas tombé du ciel. C'est voilà, elle est dans le séminaire 7. Il y a toute une construction. Il y a Antigone, voilà. Et merci d'avoir fait vivre ce petit théâtre pour nous et d'avoir remis tout ça, voilà, c'est
en présence, de façon vivante. Voilà. Notre émission touche à sa fin, est terminée. Donc merci beaucoup à tous les deux et on se retrouve la semaine prochaine à 18h30. Thank you.